Échanges. Place à notre première table ronde de la matinée intitulée Territoire, acteurs de santé et habitants, une action commune pour améliorer l'accès à la santé. Sans plus attendre, j'invite l'ensemble de nos intervenants de cette première table ronde à me rejoindre en la personne de Stéphane Leyenberger, Jacques Gesson, Jean-Charles Vauthier, Marion Sutter, Jérôme Gohémine et Alain Prochasson. Merci de les applaudir chaleureusement. Prenez place autour des tables, mesdames, messieurs. Et je saluerai justement, il est avec nous en distanciel, Boris Ravignon qui nous rejoint, qui va participer à cette table ronde. Monsieur Ravignon, vous nous entendez? Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends, tout très bien. Alors, vous êtes légèrement incliné. Est-ce que vous pourriez changer la position de votre téléphone? Car vous êtes, on va dire, à la verticale, à l'horizon. Voilà, parfait, monsieur Ravignon. Merci d'être avec nous. Vous nous entendez bien? Oui, très bien. Parfait, il y a un léger décalage de son, mais on va régler ça. Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole, vice-président de la région Grand Est, et donc parmi vous, vous le voyez, sur la route. Stéphane Leyenberger, bonjour, de gauche à droite les présentations. Stéphane Leyenberger, vous êtes maire de Saverne et président du PETR, Pays de Saverne, Plaine et Plateau. À vos côtés, Jacques Gesson, maire de Saint-Martin-sur-le-Pré, président de la communauté d'agglomération de Châlons en Champagne. À vos côtés, Jean-Charles Vauthier, bonjour docteur, vice-président de l'association Activité Physique Santé Vosges et vice-président de la CPTS du Massif Vosgien qui est en cours de création, je le précise. Marion Sutter est avec nous, chef du service santé, senior et handicap au sein de la ville de Mulhouse. Jérôme Gohémine, président du syndicat des managers publics de santé et directeur général du GHT Cœur Grand Est, et Alain Prochasson, docteur Alain Prochasson, médecin généraliste et président de la CPTS Metz et environ. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons une petite heure à passer ensemble, donc j'insiste, vous êtes 7 avec monsieur Ravignon à être parmi nous, à faire des éléments de réponse assez concis pour qu'on puisse bien échanger ensemble. D'autant que nous ouvrirons à l'issue de cette table ronde une fenêtre d'échange avec vous, les internautes qui nous suivez, et vous dans le public. Première table ronde, ce sont du concret, encore du concret, rien que du concret, puisque c'est le mot d'ordre de ce colloque, des retours d'expérience en tant qu'élus locaux, en tant qu'acteurs de santé, vous en êtes les représentants, sur des réalisations très concrètes, au fond, qui ont permis de répondre aux enjeux et aux besoins de santé des habitants sur un territoire donné. Et j'aimerais justement croiser le regard de Boris Ravignon et de Stéphane Leyenberger, qui sont tous deux élus signataires d'un fameux CLS. CLS, vous le savez, ce sont les contrats locaux de santé. Réduire les inégalités territoriales et sociales en santé au plus près des populations, c'est la mission des contrats locaux de santé. J'aimerais savoir, chacun sur vos territoires, l'un plutôt urbain avec vous, si j'ose dire, Boris Ravignon à Charleville-Mézières, et l'autre en territoire plus rural avec vous, Stéphane Leyenberger, comment, via les CLS, les sujets santé ont-ils été portés? Et est-ce que vous auriez un exemple d'action concrète qui a du sens et qui a répondu aux besoins de santé de la population de votre territoire? Stéphane Leyenberger, peut-être pour commencer. Écoutez, effectivement, le CLS, c'est d'abord l'occasion, comme cela a été dit dans les discours introductifs, de rapprocher les différents acteurs et notamment de rapprocher les élus de territoire de celles et ceux qui, dans notre pays, ont en charge la santé. Je crois qu'il y a quelques années encore, ce n'était pas une évidence que des élus locaux s'emparent de questions relatives à la santé. Aujourd'hui, et même avant la crise, et depuis la crise encore davantage, je crois qu'on mesure véritablement la responsabilité qu'elle celle aussi des élus locaux dans leur territoire, dans le domaine de la santé. Et le CLS a ceci d'important qu'il rapproche l'ensemble des acteurs, pas seulement les élus, mais l'ensemble des acteurs. Alors pour citer un exemple concret de mise en œuvre du CLS sur le territoire du Pays de Saverne, Plaine et Plateau, qui regroupe 3 communautés de communes dans un environnement relativement rural. Je citerai un exemple tout récent, puisque la semaine dernière, nous avons sur une partie rurale de notre territoire qui s'appelle l'Alsace-Bossu, obtenu la première labellisation dans le Bas-Rhin par la CNAM d'un centre de télémédecine labellisé, ce qui nous permet d'aller au-delà des principes de base en vigueur aujourd'hui pour la télémédecine, qui permet de s'affranchir d'un certain nombre de règles et par exemple de mettre en œuvre une pratique de télémédecine sans que le patient ne connaisse au préalable
ne soit au préalable orienté par son médecin traitant et sans que le médecin de l'autre bout du système d'information ne connaisse préalablement le patient, ce qui permet véritablement de rapprocher dans un territoire rural où la question de désertification médicale se pose, de rapprocher véritablement le patient du soin, et cette proximité est quelque chose de tout à fait essentiel. Et très vite, puisque Jean Rotner mentionnait tout à l'heure le sujet de la psychiatrie aussi, la psychiatrie en milieu rural est quelque chose d'important aussi, et dans le cadre du CLS, nous mettons en œuvre un programme de formation des infirmiers, des infirmières qui font les domiciles pour apporter ou pour surveiller les prises médicamenteuses, mais qui sont aussi maintenant formés de manière plus large à aborder les questions de santé mentale pour être les premiers acteurs et les premiers interlocuteurs dans le système de soins entre les personnes souffrant de maladies mentales et le système de santé. Je crois que cette formation d'infirmiers généralistes est aussi quelque chose que nous expérimentons actuellement dans le cadre du CLS. Il y aurait beaucoup d'autres exemples, mais je vais laisser la parole à mes collègues. Et d'ailleurs, Monsieur Leyenberger, ce CLS qui a été signé début 2020, c'est une première dans le Bas-Rhin pour un territoire rural ? En tout cas, nous avons choisi de le mener au niveau, à la maille d'un PETR, c'est-à-dire d'un regroupement de communautés de communes, parce qu'on pense que cela fait du sens, qu'autour d'un hôpital, qui est celui de Saverne, l'ensemble du territoire qui dépend de cet hôpital puisse se retrouver et travailler ensemble. Et il y a là, je ne vais pas le développer maintenant, mais un lien qui me paraît vraiment essentiel entre le territoire et l'hôpital qui s'y trouve. Merci beaucoup. Boris Ravignon, même question pour vous. Dites-nous comment les sujets santé sont portés à travers votre CLS pour Charleville-Mézières. Est-ce que vous avez un exemple d'action concrète qui a eu du sens, qui a répondu aux besoins de santé de la population de votre territoire ? Oui, tout à fait. Alors, on a effectivement, quand on regarde le contrat local de santé que nous avons signé en 2019, eh bien, on peut avoir une impression un peu de catalogue. Il y a énormément d'actions, mais c'est parce qu'on a prévu de s'organiser et de travailler sur un très grand nombre de domaines et sur plusieurs années. Donc, on a je crois, voulu baliser l'avenir, mais il y a aussi, et c'est, je crois, l'intérêt essentiel de ce travail du CLS et puis de l'échange qui en découle maintenant, puis travailler sur nos priorités. Et vraiment, je crois que, comme beaucoup de territoires, l'une de nos priorités, c'est l'accès aux ressources médicales. On a vraiment un besoin considérable, on aura certainement l'occasion d'y revenir, d'accéder à des ressources médicales en médecine de ville, mais aussi d'attirer, d'être un territoire attractif pour des praticiens hospitaliers. Faute de quoi, on a, nous, sur le Nord-Ardennes, fusionné 4 hôpitaux pour constituer un centre hospitalier particulièrement dynamique, attractif, essayer de retrouver des marges de manœuvre. Eh bien, on continuera à être confronté à des difficultés de recrutement. Alors, l'exemple, justement, j'y viens, c'est celui de la collaboration qu'on a réussi à nouer avec les autorités sanitaires sur les internes en médecine, parce que en même temps que nous avons porté un projet et sur lequel d'ailleurs on a reçu un soutien absolument considérable de la région Grand Est, puisque sur un projet de 3,3 millions d'euros, la région nous en apporte 2 pour une maison des internes dont les travaux ont commencé, elle est en cours de construction à Charleville-Mézières. Elle permettra d'accueillir de la meilleure manière possible plusieurs dizaines d'internes, entre 60 et 80 chaque semestre sur le Nord-Ardennes, et en les accueillant d'une manière aussi plaisante, agréable que possible et en plein cœur de la ville, on espère se donner les moyens de les convaincre après, un peu plus tard dans leur formation, bien de rester et de venir exercer à Charleville-Mézières. Ça a été notre proposition et notre part du travail. Et puis, il y a eu une mobilisation absolument remarquable du délégué territorial de l'ARS en mettant en œuvre le contrat local de santé pour aller chercher des internes belges. On est, nous, en zone frontalière et on avait parfois un petit peu de mal à remplir tous les postes d'internes avec des candidats français, et on a pu trouver, à l'occasion d'une réforme en plus qui avait lieu en Belgique, un certain nombre d'internes belges qui viennent exercer maintenant régulièrement, et donc on a alimenté comme ça une filière
d'internes belges et qui est extrêmement utile parce qu'en plus, ce sont fréquemment des Belges de l'autre côté de la frontière, de l'Ardenne belge, et que donc ensuite, c'est assez facile pour eux d'envisager de venir travailler chez nous. Donc je crois que sur ce sujet-là, on a pu se comprendre et coordonner de manière très efficace notre action. Alors Boris Ravignon, on a bien entendu cet exemple. Malgré tout, au regard du diagnostic territorial que vous avez porté, au regard des enjeux que vous avez pu identifier, malgré tout, quels sont les freins et les limites que vous avez pu détecter, si j'ose dire, dans la mise en œuvre des actions inscrites dans le cadre de votre CLS? Oui, il faut qu'on parle et je crois que la parole est libre, a dit Virginie Quéré. Tout à fait. Elle nous a demandé tout à l'heure d'être dans le concret et d'évoquer, je crois sans détour, les difficultés. Je crois que c'est ce qu'il faut faire ce matin. Je reste sur cette question de l'accès aux ressources médicales. Pour vous donner un exemple, on a eu la chance, là encore, avec un bon travail partenarial collectivité ARS dans le cadre de ce CLS, d'implanter, de faire venir à Charleville-Mézières un ophtalmologiste. Alors ça va faire certainement rêver un certain nombre de mes collègues parce que c'est une ressource particulièrement rare. Eh bien, il a rempli en une matinée 4000 créneaux de rendez-vous. C'est vous dire le stock incroyable qu'il y avait de la demande absolument non satisfaite et on était sur couramment 1 an et demi d'attente pour pouvoir avoir un rendez-vous. Mais ce qu'on voit sur l'ophtalmologie, on l'a en dermato, on l'a en pneumologie, on n'a plus sur le Nord-Ardenne aujourd'hui de gynécologues libéraux qui exercent. Donc on est vraiment sur chacune de ces spécialités dans une très grande difficulté. Et là aujourd'hui, il y a un blocage, je crois, dans la doctrine d'investissement, notamment de soutien de l'ARS. Alors peut-être que le Ségur est l'occasion de revenir sur ce sujet, qui fait que eh bien, les ARS, même dans le cadre de CLS, n'interviennent pas à nos côtés pour la création, par exemple, de maisons des spécialistes en santé, de maisons de spécialistes médicaux. Nous en avons le projet aujourd'hui. On est en train de construire sur un bail amphithéotique en plein cœur, là encore, de Charleville, un très beau bâtiment pour accueillir et se donner les moyens de faire venir ces praticiens dont on a besoin, ces spécialistes dont la population a besoin pour accéder aux soins quotidiennement. Et on arrive aujourd'hui eh bien, pas à être soutenu sur ce sujet par des investissements de la part de l'État et de l'ARS, comme nous pouvons l'être aujourd'hui avec nos partenaires, notamment la région. Donc je crois que ce sujet, cette question de co-investissement sur des objets comme ça, qui sont parfaitement identifiés, qui sont vraiment dans la ligne, dans l'esprit du contrat local de santé, eh bien, c'est un des points sur lesquels je crois qu'il faudrait qu'on travaille. Merci Boris Ravignon. Restez avec nous en ligne. Même question pour vous, Stéphane Leyenberger. Quels freins vous avez identifiés, vous, vu de votre fenêtre en territoire rural ? Alors bien sûr, on pourra toujours parler des freins financiers, des moyens qui peuvent manquer, mais je voudrais aussi souligner la question de la confiance. Il est vraiment nécessaire d'établir la confiance entre les partenaires, et notamment la confiance entre le monde de la médecine libérale et le monde de la médecine publique, les filières de soins qui doivent pouvoir véritablement passer la barrière du privé et du public, et la confiance que la médecine de ville doit avoir dans son système de santé publique et vice-versa. Et je crois que s'il y a une chose à travailler dans le cadre des CLS, et je pense qu'ils le permettent, c'est de renforcer la confiance aussi entre les élus et leurs partenaires dont on parlait tout à l'heure. Je crois qu'on rejoint assez facilement le discours du président Rotner de tout à l'heure à ce niveau-là. Gardez le micro, monsieur Leyenberger. Et Boris Ravignon, cette question va vous concerner aussi. On va aller un petit peu plus loin dans la discussion. Quel lien vous faites entre les actions des CLS et les investissements, notamment immobiliers, qui sont prévus par le Ségur? Et si vous ne faites pas ces liens, sur quoi faut-il investir encore dans les territoires pour améliorer l'offre, d'après vous? Moi, je mentionnais tout à l'heure la notion de vaisseau amiral que joue un hôpital public dans un territoire. Et il est évident que les hôpitaux, notamment des petits hôpitaux, entre guillemets, comme celui de Saverne par exemple, puissent avoir les moyens de remplir leur rôle pleinement pour que, encore une fois, la médecine libérale et les agents libéraux de santé sur le territoire aient pleinement confiance aussi dans cette structure, et que ce lien, que le système de soins puisse véritablement s'articuler à partir
de ce que j'ai l'habitude d'appeler le vaisseau amiral de la santé dans un territoire, qui pour moi est l'hôpital public. Et donc, il est important que dans le cadre du Ségur, et c'est le cas, je vous en remercie Madame Quéré, je sais que vous y êtes attentive, dans ce cadre-là, il est important de ne pas négliger les infrastructures hospitalières de territoire. Même question pour vous, Boris Ravignon, sur ces liens entre action des CLS, investissement immobilier prévu par le Ségur. Sur quoi faut-il encore investir dans les territoires, selon vous, pour améliorer l'offre ? On a fréquemment, c'est le cas chez nous, des problématiques sur les services d'accueil et notamment d'urgence, avec, je crois, une problématique assez générale, mais c'est vraiment très marqué à Charleville-Mézières, d'engorgement des urgences, notamment parce que pour l'hôpital principal, celui de Charleville-Mézières, il se trouve dans un quartier QPV où il est finalement le service de santé de premier recours. Il y a très peu de médecins aujourd'hui installés encore sur ce quartier, plus qu'un seul. Et donc, on a finalement beaucoup de gens qui se tournent spontanément, qui viennent spontanément dès qu'ils ont un souci de santé aux urgences. Il y a un projet aujourd'hui qui, je crois, est bien avancé dans le cadre du Ségur sur une recomposition de l'accueil et des urgences. Et il va falloir qu'on articule ça avec une maison médicale pluridisciplinaire à proximité, parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir un meilleur fléchage des patients à leur accueil, à leur arrivée à l'hôpital, pour justement qu'on ne surcharge pas inutilement les services d'urgence, dont on sait, et on l'a vu encore à l'occasion de la crise qu'on vient de traverser, à quel point ils sont fragiles, et on a besoin qu'ils soient en capacité d'accueillir, le cas échéant, des pathologies très lourdes en grand nombre. Donc là, je crois que sur cette jonction ville et hôpital, eh bien, on a besoin de faire coïncider les ambitions du Ségur et dans le domaine hospitalier et ce que nous pouvons faire dans le cadre des CLS. Merci Boris Ravignon. Restez encore un petit peu avec nous pour la suite de cette table ronde. On va quitter Charleville-Mézières pour prendre direction de Mulhouse avec vous, Marion Sutter. Prenez le micro. Je crois que la ville de Mulhouse entame, si je ne dis pas de bêtises, la rédaction très participative de son 3e CLS. 2 générations de CLS se sont succédées avec je crois un 2e CLS prolongé d'1 an, Covid oblige. Qu'ont-ils permis d'améliorer concrètement entre acteurs du territoire ? Alors peut-être déjà préciser qu'à Mulhouse, on a un long passif sur les questions de santé et une politique volontariste depuis plus de 20 ans sur ces questions-là. Donc c'est vrai qu'on ne partait pas de rien. Le terreau était fertile, mais je dirais que les CLS nous ont permis un meilleur ciblage des besoins, un travail en commun avec l'ensemble des co-signataires qui nous ont permis de partager des diagnostics, de travailler ensemble sur de la mutualisation de moyens, sur plus de transversalité, alors à l'externe avec les partenaires, une dynamique multipartenariale qui nous permet aujourd'hui de développer une culture commune, qui nous permet de mieux se parler, de mieux se comprendre, et également à l'interne, au sein d'une collectivité comme la nôtre, une meilleure prise en compte des déterminants de santé et de l'impact de l'ensemble des politiques publiques menées sur la santé des Mulhousiens. Alors je rappelle que vous êtes chef du service santé handicap au sein de la ville de Mulhouse, senior et handicap. Justement, si on zoome parmi les réalisations très concrètes, on va faire un focus sur les dispositifs que vous avez initiés à destination des habitants en précarité, en situation de précarité. En quoi consistent ces dispositifs et quelles réponses apportent-ils aux besoins d'une population qui est très éloignée, on le sait, du système de santé ? Alors effectivement, l'axe majeur, l'axe transversal de notre contrat local de santé, c'est la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. On y tient. La population mulhousienne est particulièrement précaire. Il nous tient à cœur d'aller la toucher et d'aller vers le public. Aujourd'hui, on a de nombreuses actions qui sont menées. Je vais prendre pour exemple peut-être un projet qu'on appelle « Prenons soin de nous et de nos proches », qui est un projet qui nous permet d'intervenir via des modules santé sur différentes thématiques auprès de la population des quartiers, avec une préparation en amont de ces interventions et une reprise des interventions, notamment au niveau langagier pour les personnes pour qui la barrière de la langue est un frein à la prise en compte et à l'investissement des messages de prévention.
Donc c'est un projet qui permet de toucher quand même 400 personnes chaque année dans les quartiers et qu'on met en œuvre depuis une dizaine d'années. Sur les questions d'aller vers, on peut peut-être aussi parler de notre dispositif de sport santé sur ordonnance, qui a une couleur toute particulière puisqu'on a vraiment souhaité qu'il puisse toucher un public sédentaire sans pathologie et surtout qu'il puisse aller chercher les personnes des quartiers en situation de sédentarité. Donc là, très clairement, on a un agent de la ville qui se rend dans les quartiers, qui propose des actions d'activité physique, des séances d'activité physique pour donner le goût, donner envie, et ensuite finalement faire entrer dans le parcours plus classique du sport sur ordonnance ces personnes qui n'y seraient pas venues, notamment parce qu'elles n'ont pas de médecin traitant. Et du coup, c'est une manière pour nous finalement de s'emparer de ce dispositif qui permet de partir de la santé pour aller vers l'activité physique, et pour certaines personnes chez nous à Mulhouse, de partir de l'activité physique pour faire rejoindre un parcours de soins à des personnes qui n'en avaient pas pour le moment. Justement, sur cette question de l'aller vers, d'aller chercher une population très éloignée du système géographique, j'avais une question sur, au fond, l'échelle géographique d'un territoire. Est-ce qu'elle est toujours adaptée à la mise en œuvre de vos actions? Peut-être Stéphane Leineberger sur ce point. Est-ce que les actions parviennent à couvrir l'ensemble du territoire? Alors, ça dépend véritablement lesquelles. Je crois qu'il y a des actions qui sont véritablement des actions de territoire et qui visent notamment aussi à rapprocher les territoires les plus ruraux de la ville-centre, à Saverne en ce qui concerne notre territoire. Et je crois que lorsque ce lien doit être fait, on travaille sur le territoire. Mais il ne faut pas hésiter non plus à serrer les problèmes et à faire du sur-mesure. Je crois que la clé, elle passe aussi par une attitude pragmatique qui s'adapte à la réalité du territoire dans le territoire, si vous me passez l'expression. Et c'est vrai que je mentionnais tout à l'heure des territoires ou des endroits plus reculés, plus éloignés des centres névralgiques. Sur ces endroits-là, la télémédecine que je citais par exemple tout à l'heure peut être une réponse qui est moins pertinente dans la ville-centre qu'est Saverne. Donc je crois que le pragmatisme doit aussi être le maître mot. L'écoute justement des acteurs locaux est importante à ce niveau-là pour coller à la réalité. On ne construit pas un système, on est au service de la population. Et c'est ce qui doit nous guider véritablement. Boris Ravignon, si vous êtes toujours avec nous sur cette même question d'une échelle géographique d'un territoire qui est toujours adapté ou pas à la mise en œuvre de vos actions, quel est votre regard là-dessus? Oui, je crois que sur un très grand nombre de sujets, l'échelon intercommunal est le bon. On a effectivement capacité d'agir et je pense notamment sur les actions par des actions de prévention ou même la cartographie des maisons de santé pluridisciplinaires. Je pense que c'est la bonne maille. Il y a quelques actions, et celle que je prenais tout à l'heure sur, par exemple, la maison des internes, où on est très clairement sur des projets qui sont, à mon avis, de niveau et d'envergure départementale. Et là, je crois qu'il serait dans l'idée qu'a l'ARS aujourd'hui d'avoir une couverture globale du territoire et que chaque EPCI ait un contrat local de santé, il y a quelque chose de très utile parce que ça permettrait notamment que sur des dossiers transversaux, on ait finalement un peu les mêmes actions et qu'on ancre dans chacun des CLS les collaborations qu'on doit avoir entre territoires sur des projets qui nous dépassent. Merci Boris Ravignon, et je vous invite, chers internautes, à réagir, évidemment, à rebondir sur tous ces sujets grâce à la fenêtre de chat qui est située à droite de votre écran. J'ouvrirai une fenêtre d'échange d'ici une petite vingtaine de minutes. On va poursuivre avec vous, Jacques Gesson. Prenez le micro. Avec vous, on va parler de la mise en place d'une maison de santé pluridisciplinaire, une MSP, qui regroupe désormais, je crois, pas moins de 24 professionnels de santé, dont 8 médecins libéraux. Avec vous, c'est le sujet de l'attractivité du territoire et comment attirer des professionnels de santé. En quoi cette réalisation a-t-elle structuré et rendu justement plus attractif votre territoire? Alors, pour peut-être présenter un peu plus les choses, parce qu'il y a une histoire précédente à cette création, la commune de Saint-Martin, commune de 800 habitants, dans la zone agglomérée de la ville de Châlons,
nous avions un petit pôle médical avec 2 kinésithérapeutes, 2 infirmières, un médecin généraliste et une psychologue. Le médecin généraliste est parti en retraite, il n'a pas trouvé de remplaçant, donc on a bivoté comme ça 1 an ou 2. Et puis en mars 2017, 3 médecins généralistes qui réfléchissaient à à la création d'une MSP sont venus nous rendre visite parce qu'ils avaient des difficultés pour trouver les paramédicaux qui puissent les accompagner dans leur projet de santé. Donc on a fait les entremetteurs, on les a fait rencontrer nos paramédicaux présents sur la commune et ils sont tombés d'accord et nous avons tous travaillé ensemble sur cette création et 131 semaines plus tard, un bâtiment de 1455 mètres carrés était sorti de terre et d'autres professionnels de santé s'étaient ajoutés aux initiateurs. Et donc les 3 médecins qui nous ont rencontrés, finalement, le jour de l'ouverture, il y avait 5 médecins généralistes et ils ont un potentiel de développement puisqu'ils nous ont demandé 10 cabinets médicaux qu'ils vont pouvoir remplir au fur et à mesure, sachant qu'ils accueillent des stagiaires. Donc ils choisissent leurs futurs partenaires de travail au sein de cette MSP. Donc cette MSP a eu un effet d'attraction sur le monde médical. Alors très clairement, puisque dans l'ancien pôle médical, aussitôt l'ouverture de la MSP, 2 orthophonistes se sont installés. Et au moment où je vous parle, on est en train de terminer des travaux d'aménagement dans un autre local communal pour installer un ophtalmologiste qui sort de l'université et qui va donc ouvrir son premier cabinet dans des locaux de la commune. Il s'installe avec 3 orthoptistes déjà et il va pratiquer à l'hôpital de Châlons. Donc on a créé un écosystème. Parallèlement, la pharmacienne qui était en face de ce pôle médical a retrouvé une repreneuse aussi. Le chirurgien dentiste qui est parti en retraite a été remplacé par 2 jeunes chirurgiens dentistes. Donc c'est vrai que ce pôle se renforce, se développe et ils ont plaisir à travailler ensemble. Selon vous, Jacques Gesson, en quoi cette réalisation est le reflet d'un partenariat réussi au fond entre l'ARS et les élus pour s'appuyer ensemble en synergie sur un projet de santé commun? Parce que je pense que chacun est resté dans son domaine de compétences. C'était les médecins qui étaient moteurs. Ils sont venus voir les élus. Nous, on a fait notre travail d'aménageur, les soucis logistiques, de construction. Et puis l'ARS a travaillé simultanément avec eux au projet de santé, justement, et chacun est resté dans son champ de compétences. Nous, typiquement, même si c'est nous qui percevons les loyers, qui signons les baux avec les professionnels de santé qui intègrent la MSP, mais il y a toujours un quitus donné par les médecins parce que c'est eux qui vivent au quotidien dans cet équipement municipal. Et donc, c'est leur qualité de travail. Ils ont toujours la primeur sur le choix, sur les installations et on travaille ensemble, l'ARS, les élus, de moins en moins puisque le coup de feu de la construction est passé. Aujourd'hui, ce sont les professionnels de la santé et l'ARS qui œuvrent ensemble à l'efficacité de cet équipement. Il y a même, on va dire, une dimension vertueuse de cette réalisation puisque demain, les médecins qui sont moteurs vont faire venir des jeunes diplômés. Tout à fait. Nous, on a déjà les plans d'une extension possible de 1000 m². Donc les choses ont été un peu contrecarrées avec la Covid, mais leur volonté, c'est une fois l'installation et puis les premières années, leur volonté, c'est justement de faire venir éventuellement des spécialistes. Là aussi, Châlons comme les autres villes, il y a des déficits de dermato, de rhumato. Donc, ils ont la volonté, justement, de par leur pratique qualitative, d'attirer de jeunes diplômés par une phase déjà d'accueil, de formation. Et une maison, pour terminer, qui a été à l'épreuve du feu, si j'ose dire, lors de la période de la crise Covid. Vous avez été sous les feux des projecteurs. Tout à fait. Les médecins généralistes avaient demandé 3 box lors de la création du bâtiment pour traiter la bobologie et la MSP a accueilli les vaccinations de février à juin quand les doses étaient relativement réduites. Ils avaient une capacité de vaccination de 2000 doses semaine. Et dès que les choses se sont un peu amplifiées, ça a été relocalisé sur la ville de Châlons dans un gymnase. Mais ils ont apporté leur contribution à la cause commune, là aussi,
rencontre avec l'ARS, avec la municipalité qui a mis un peu de moyens aussi pour la logistique. Mais c'est vraiment un travail partenarial. Merci Jacques Gesson. Alors, autre défi à relever majeur, quand on parle de territoire, d'acteurs de santé, d'habitants et d'actions communes à mener pour améliorer l'accès à la santé, eh bien, c'est le renforcement des coordinations entre hôpital, médecine de ville, établissements médico-sociaux. Monsieur Goemine, vous me voyez arriver, prenez le micro. Concrètement, qu'est-ce que vous retenez au fond de la crise Covid dans la coordination des acteurs dans un territoire et quel rôle au fond a joué le sanitaire dans le renforcement de ce lien ville-hôpital ? On vous entend. On m'entend, c'est parfait. Merci. Alors quelques mots d'abord pour présenter le Non, GHT. on ne vous entend pas. Micro rouge, c'est le numéro 5, s'il vous plaît, en régie. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Jérôme Quelques mots Goemine. d'abord pour présenter la dynamique du GHT Cœur Grand Est. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Quelques mots pour présenter la dynamique du GHT Cœur Grand Est en introduction rapidement. Nous sommes un GHT qui s'est constitué autour de pôles territoriaux expérimentaux en 2019 et depuis le 1er janvier 2020, nous sommes entièrement sur des pôles territoriaux. C'est-à-dire que toutes nos activités cliniques sont pilotées par des responsables médicaux avec à leur côté un directeur référent et des cadres de santé sur l'ensemble du territoire pour graduer les soins et travailler ensemble. On a aussi construit tous ensemble un projet territorial. Nous n'avons plus, au sein de nos hôpitaux du GHT Cœur Grand Est, un projet d'établissement par établissement. Nous avons fait le choix d'avoir un projet de territoire pour nos établissements de manière coopérative. Alors ça a engendré, avant la crise Covid, pour vous répondre et pour comprendre bien mes réponses, ça a engendré, avant la crise Covid, beaucoup de discussions, évidemment, et de travail en commun entre les différents acteurs hospitaliers, mais aussi avec les acteurs de ville, et aussi dans des groupes de travail avec nos collègues des établissements sociaux et médico-sociaux. Alors, ce qu'on a constaté pendant la crise, et c'est la crise Covid, et ce que beaucoup de responsables médicaux, soignants, directeurs, les plusieurs centaines que j'ai rencontrés ces 10 derniers mois dans les territoires, ce qu'on a constaté, c'est que, premièrement, ces relations entre nous, entre hospitaliers, mais aussi avec les ESMS et avec la ville, se sont densifiées. Et c'est la première leçon de la crise pour beaucoup de nos collègues lorsque je fais le tour des territoires. Donc il faut à tout prix capitaliser sur ces liens qui sont apparus sur certains territoires qui avaient peut-être du retard, sur d'autres qui se sont densifiés. Deuxième remarque sur la gestion de la crise et ce qu'on peut aussi en retenir, c'est que la question de l'attractivité médicale sur nos territoires est prégnante. Elle l'était avant, elle est d'autant plus pendant la crise et à l'issue, puisque nous avons fait face à de l'absentéisme, à des questions de réorganisation, et la question donc des ressources humaines en santé était primordiale. Et c'est la deuxième chose qu'on me dit, moi, lorsque je rencontre des collègues dans les territoires, dans le Grand Est ou dans toute la France, l'attractivité. C'est important qu'on en parle collectivement en lien avec les collectivités territoriales, avec tous les services de l'État, ARS, préfet de département, préfet de région, parce que cette question de l'attractivité n'est pas la seule question de l'un des acteurs que je viens de citer. C'est bien une question qui nous appartient à tous et de manière collaborative pour y arriver. La troisième chose qui a changé pendant la crise Covid, je me permets de changer de territoire, mais je souhaite quand même l'aborder, c'est le territoire de ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement. Je suis agréablement surpris, c'est qu'on m'a encore dit la semaine dernière, la crise Covid dans nos établissements de santé nous a appris à mieux se connaître entre nous, collègues médicaux et collègues soignants. C'est-à-dire on se connaissait, mais d'un seul coup, travailler ensemble, où on doit changer nos équipes paramédicales, nos équipes médicales, changer nos habitudes à en parler, on a appris à mieux se connaître. Et je pense qu'il faut capitaliser aussi sur ce qui s'est passé, cette histoire humaine du territoire, de l'établissement, où on a réhumanisé quelque part, dans la difficulté, on a réhumanisé beaucoup de nos relations. Une quatrième remarque sur le territoire, et après je vous parlerai, si vous êtes d'accord, d'un manque, mais même si on voit certains prémices arriver, c'est nos relations avec l'État. Nos relations avec l'État ont changé. Ils ont changé au GHT Cœur Grand Est, ils se sont améliorés. Elles étaient bonnes, je vous rassure, mais elles se sont améliorées. On peut toujours faire mieux. Et la plupart des collègues dans toute la France nous disent aussi que les relations se sont améliorées avec l'État. On est passé d'un État qui était peut-être trop dans le contrôle, sûrement trop dans le contrôle normatif, dans le contrôle budgétaire, à un accompagnement plus stratège, plus d'organisation des soins. On l'a vu sur la vaccination, on l'a vu dans notre région sur les transferts sanitaires dans d'autres régions, et ça a été vu comme bénéfique, ce rôle d'accompagnement par l'État. Alors justement, c'est quoi la suite, Jérôme Goemine? Comment maintenir, améliorer cette coordination entre acteurs de santé d'un territoire? Alors,
il nous semble, sur le GHT Cœur Grand Est, qu'il faut capitaliser sur ce qui s'est passé. Et il y a probablement 2 actions à mener pour cela. La première, il nous semble qu'il manque un espace de démocratie sanitaire sur les territoires. Je sais bien que ça peut dépendre de la loi, du règlement, mais enfin bon, si ce n'est pas interdit par la loi et le règlement, on peut aussi l'organiser par nous-mêmes. Donc moi, je vous invite à y réfléchir sur les territoires. En tout cas, nous, on va le faire sur le GHT Cœur Grand Est. Et sachez que ce sont des réflexions que j'entends dans toute la France auprès des collègues, quels qu'ils soient. Pourquoi? Je m'explique. C'est que trop souvent, on doit discuter, bien sûr, je vais prendre mon exemple sur les hôpitaux, avec nos élus qui siègent en conseil de surveillance, mais tous les élus du territoire n'y siègent pas. Donc on doit aller à côté et réexpliquer ce qui se passe au maire, réexpliquer ce qui se passe aux députés, aux sénateurs, aux conseillers départementaux, etc. etc. Et l'État fait la même chose, parce qu'ils n'ont pas sur notre territoire la même instance. Donc il y a un vrai sujet sur la démocratie sanitaire sur nos territoires pour que des représentants de tous les élus puissent décliner le projet régional de santé sur ce territoire. À nous de définir ce qu'est ce territoire. Moi je pense que c'est sur le territoire des GHT, je dis bien le territoire, je ne dis pas le GHT, puisque c'est ce qui correspond peu ou prou en France au mouvement réel des populations lorsqu'on a fait les GHT en 2016. Donc premier point, il y a cette question de la démocratie sanitaire. On se coordonnera tous mieux avec l'État, avec les acteurs, hôpitaux, villes, etc., si on a cette démocratie sanitaire. Le deuxième point d'amélioration, il est à mon sens qu'il faut continuer et structurer nos relations entre professionnels sur les territoires. Donc il y a des groupes de travail qui ont lieu pendant la crise, avant, pendant, selon les territoires, selon nos projets. Il faut aussi qu'on ait ce lieu sur les territoires où les acteurs des CPTS, des hôpitaux, des cliniques continuent à se voir et à parler de manière concrète. Cette boîte, ce lieu commun est extrêmement important parce qu'on pourra faire toutes les lois et règlements que l'on souhaite. La coordination, elle est avant tout humaine. Merci beaucoup, Jérôme Goemine. Avant d'ouvrir notre première fenêtre d'échange avec les internautes et vous, dans le public, commencez à préparer vos questions. Je vais d'abord donner la parole au docteur Alain Prochasson. Résumé des épisodes précédents, on a beaucoup parlé des CLS, dont l'initiative, vous le savez, revient aux élus, aux institutions. Et puis, il y a les coordinations professionnelles, comme par exemple à l'image des CPTS. On va s'intéresser à celle de Metz et environ. C'est l'une des mesures du plan de transformation du système de santé Ma Santé 2022 qui vise à décloisonner, réorganiser le système de soins à l'initiative des professionnels de santé à l'échelle de Metz et environ. Docteur Prochasson, pourriez-vous nous donner un exemple concret de coordination entre acteurs de santé au profit de la population et est-ce que ces organisations apportent des réponses aux préoccupations évoquées par les élus? Merci de me donner la parole. Par rapport à mon voisin, j'ai été content d'entendre qu'on aimerait avoir plus de coordination, en particulier avec l'hôpital. La CPTS de Metz, 250 000 habitants, 1600 professionnels de santé, 4 hôpitaux publics, privés. Voilà, donc c'est une très grosse CPTS qui est née en 2018, qui a été un peu impacté par la crise sanitaire, avec des projets qui étaient partis et qui se sont retrouvés bloqués en vol. Mais notre projet principal, c'était effectivement d'assurer la coordination, et pour cela, on s'est appuyé sur un système numérique avec une plateforme de coordination qui permet de mettre en contact tous les professionnels de santé du territoire et de pouvoir trouver assez rapidement des ressources à disposition des différents professionnels. On a pour cela adopté ce logiciel qui nous permet de trouver maintenant des examens complémentaires très rapidement, qui permet à un médecin généraliste de trouver une infirmière de trouver un médecin généraliste. On a encore trop peu de ressources spécialistes, mais bon, ça avance tout doucement. Et comme je l'ai dit, la crise sanitaire nous a un peu freinés. Ceci étant, on a quand même bien diminué les délais de rendez-vous au niveau du territoire, qui correspond pour nous au territoire du secteur de garde de Metz, donc qui était bien connu par tous les professionnels de santé du territoire, mais il ne semblerait pas trop par les patients, puisqu'on a fait... Alors, donc c'est un des premiers exemples de ce qu'on a pu faire de pratique sur notre territoire. Un deuxième exemple, c'est la participation à la crise sanitaire. Je pense que là,
les CPTS ont mouillé la chemise. Nous, on a eu pratiquement 450 professionnels de santé différents qui ont défilé dans le centre pour venir donner un coup de main, vacciner, faire de l'administratif, etc. Ce qui a permis effectivement de mieux se connaître. J'ai entendu tout à l'heure que la crise avait permis de mieux se connaître à l'hôpital. En ville, c'est pareil. On a également participé à la création du service d'accès aux soins. Donc on est un acteur majeur au sein du service d'accès aux soins qui s'est mis en place à titre expérimental au niveau de notre département. Mais effectivement, la CPTS a des liens forts avec l'hôpital par l'intermédiaire de ce SAS. Une petite parenthèse, j'ai entendu parler de la place des libéraux au niveau de l'hôpital. Déjà, si on pouvait avoir une place en tant que CPTS et donc acteur majeur du territoire dans les CME des hôpitaux, ça serait bien parce que ça nous permettrait aussi de connaître mieux et de mieux nous faire connaître auprès de nos confrères de l'hôpital. Voilà. Par ailleurs, je parlais tout à l'heure de notre plateforme de coordination. On a proposé de mettre en place dans les différents établissements des plateformes de supervision qui leur permettaient justement de pouvoir répondre à une demande de spécialistes, etc. La crise sanitaire, là encore, nous a un peu freinés, mais j'avoue que là, il y a quelques problèmes d'organisation. Voilà, à régler. Je pense que certains pourront se rappeler et puis savoir qu'on est encore là pour en discuter. Un mot rapide sur l'action menée sur les soins non programmés. Quel rôle va jouer la CPTS ? Alors, en ce qui concerne les soins non programmés, donc je vous l'ai dit, on participe activement au service d'accès aux soins, dont le rôle principal, effectivement, c'est de répondre aux demandes de soins non programmés. Il y a quand même des gros problèmes. Il faut avouer qu'en ce qui concerne la régulation, on a suffisamment de personnes et de médecins pour venir réguler, ça se passe très bien. En ce qui concerne l'effection, c'est encore pas ça. On essaye, et pourtant c'est pas faute, de faire de la communication. On a un site internet qui est très bien fait, qui est d'ailleurs ouvert aussi à la population, qui nous permet aussi de répondre à notre mission concernant la prévention et l'information, avec des systèmes par l'intermédiaire de ce logiciel, de ce site internet, système de cartographie qui permet aux patients de trouver assez rapidement un professionnel de santé en tant qu'infirmière ou spécialiste ou médecin généraliste ou médecin traitant. Par contre, le point essentiel, c'est vrai, c'est l'épine dans le pied, c'est le problème des soins non programmés avec des cabinets qui sont surchargés, qui ont du mal à pouvoir répondre. Mais à côté de ça, on a développé un questionnaire au niveau de notre centre de vaccination. Et sur 1400 questions, eh bien, au niveau des médecins traitants, on n'en avait que 12% qui n'avaient pas de médecin traitant. Et pour des raisons assez variées, en particulier, alors 2%, impossible d'en trouver un. Donc voilà, ils cherchent, n'en trouvent pas. Ça fait quand même pas beaucoup, d'accord, 2%. 4% qui sont en recherche parce qu'ils ont déménagé et qui sont tout nouveaux dans le secteur. Et puis quand même 4% qui ont dit que ça n'avait pas besoin. Voilà, que pour eux ça ne servait à rien et qu'on pouvait très bien vivre comme ça sans avoir un médecin traitant et pouvoir papillonner d'un médecin à l'autre. Alors effectivement, notre rêve au niveau des CPTS... c'est pour finir, en quelques mots, pour conclure. En quelques mots, oui. Notre rêve au niveau de la CPTS, c'est effectivement d'avoir une transformation du système, pas seulement du système de soins, mais aussi du système de santé, en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne les maladies chroniques, en ce qui concerne la prévention dans laquelle on s'est engagé, l'autisme, l'ostéoporose. Là, on a un nouveau projet sur l'amblyopie, je pense que c'est important. Et c'est sûr que le rêve, c'est d'arriver à avoir une sorte de maison de santé pluriprofessionnelle hors les murs, avec tous les professionnels du territoire, avoir un logiciel commun, avoir un agenda partagé, avoir tout ça. Mais je pense que ça, c'est pour l'avenir, c'est notre rêve.
Merci, docteur Prochasson. On va terminer ce tour de table avec vous, docteur Jean-Charles Vauthier. Prenez le micro, on va évoquer avec vous le champ de la prévention et de la promotion de la santé. Vous représentez l'association APS Vosges, acteur très investi sur le terrain dans l'accompagnement des médecins libéraux sur l'appropriation de la prévention. En tant que spécialiste prévention, comment est-ce que vous venez en appui du médecin libéral? Comment vous l'accompagnez concrètement? Merci. Donc, dans la démarche bottom-up, moi je représente le bottom. On est. Collez bien votre micro. Je vais traduire ce qui se passe sur le terrain. Alors, juste toute petite sémantique, effectivement, on ne fait pas que de la prévention quand on fait de l'activité physique. On fait des soins non médicamenteux. Il y a une part de prévention, bien sûr, et il y a une part de thérapeutique, néanmoins. C'est une thérapeutique comme une autre. J'aimerais qu'on sorte un petit peu du côté purement préventif de l'activité physique. Tout comme finalement le titre, l'accès à la santé, c'est plutôt l'accès aux soins dont on discute aujourd'hui, et pas globalement à la santé. Alors nous, on a effectivement, en soutien des professionnels de santé locaux, deux rôles, effectivement, pouvoir apporter une réponse locale, territoriale, adaptée. Alors quand on dit de proximité, ouais, parce qu'en fait, le territoire de Remiremont, on se connaît tous, il y a un réseau associatif important. Et donc, nous, simplement, on fait les liens parce qu'on se connaît tous, on s'appelle par les prénoms et qu'on a des portables de chacun et que ça permet effectivement d'avoir un parcours extrêmement rassurant pour les patients, plutôt distant du système de santé, plutôt distant des comportements sanitaires. Et donc, on a cette approche territoriale d'être très implantée, connue, reconnue, et on fait ça. Puis effectivement, puisqu'on en parlait sur la prévention, etc., on se donne aussi l'ambition de faire du lobbying vis-à-vis des différents acteurs de la santé, les collectivités locales dans leur plan d'urbanisme, l'accès aux mobilités douces, réfléchir un petit peu l'aménagement de la vie, de l'entreprise, mettre des douches dans les entreprises. On se donne aussi cette volonté d'inculturer la pratique sportive et les pratiques sanitaires de santé, de prévention dedans. Mais voilà, notre activité principale et via Press Remove, c'est bien de l'activité plutôt thérapeutique. On n'est pas que dans la prévention. Je réfute d'être réduit à ça. On a vraiment une thérapeutique par l'activité physique, par d'autres démarches qui sont peut-être non médicamenteuses. Et là, on est dans de l'offre de soins, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'apporter aussi facilement qu'un médicament qu'on trouve facilement dans une pharmacie, une activité physique adaptée de proximité. Donc c'est ça notre ambition. Jean-Charles Vauthier, en quoi l'initiative locale, l'échelon local vous paraît pertinente et à encourager? Alors sur ces pratiques-là, la difficulté, c'est de lever tous les freins. On a, pour ne pas pratiquer l'activité physique, tout un tas de freins qui s'offrent à nous. Et le réseau local, justement, il doit lever ces freins. C'est de dire, ouais, mais je ne connais pas les gens qui font. Nous, on les connaît. Je sors mon portable et j'ai Gilles, le moniteur de marche nordique, qu'on peut appeler au 06 machin, et je l'ai tout de suite sous les yeux. On sait exactement qui est l'échelon local. Il donne vraiment ce côté levé de chaque frein sur les choses, parce que oui, le territoire de promenade, on doit le connaître. Suivre les ronds rouges, quand on se gare là, le terrain il est plat, il fait qu'1 km 300, madame, vous pouvez tout à fait y arriver. Là, il y a un banc public, etc. Parce qu'en fait, les freins principaux qui sont émis par les patients, qui sont un petit peu distants de l'activité physique, sont des freins très, très pratico-pratiques. Et on peut théoriser tout ce qu'on veut sur l'activité physique à des fins de santé, dans des très belles réunions, dans des très beaux amphithéâtres. Finalement, pour que ça marche et que ça ne soit pas du catéchisme, que ça soit vraiment une pratique faite comme ça, il faut qu'on puisse, nous, visuellement, avec le feedback qu'on va faire, est-ce que vous avez vu là, faites attention à ça pour que la pratique elle soit vraiment personnalisée. Aujourd'hui, les gens ils ne vont plus à APS Vosges, ils vont voir Charline. Parce que Charline, c'est Charline, quoi. Je veux dire, c'est très clair dans la vie des gens. Elle croule sous les chocolats, la pauvre Charline, donc après on va être obligé de la passer en diététique, bon c'est autre chose, mais parce que c'est cette proximité-là qui fait la qualité de l'offre, et c'est pas le parcours parce qu'il a été fléché comme ci, comme ça, parce qu'on a mis des critères de qualité ou d'évaluation un peu trop stricts qu'on fait, c'est vraiment parce que l'approche territoriale permet de lever chaque frein, que nos bilans, que nos rencontres avec nos patients nous permettent de bien ressentir, parce qu'effectivement il y a une appropriation quand même par nos éducateurs, de la compréhension des freins à la pratique sportive. Et donc finalement, petit à petit, on s'améliore, on pense, dans l'offre qu'on fait par l'écoute de nos patients.
d'un mot, vraiment d'un mot, la crise Covid a eu un effet bénéfique pour votre association? Ça l'a, au fond, quelque part solidifié, on peut dire ça comme ça? Oui, on a fait un crash test. On a essayé de voir si on tiendrait. Et on a tenu, en fait. Alors, il y a quand même eu des effets un petit peu nationaux, sociaux, étonnants sur la pratique sportive, avec finalement la restriction de sortie qui a donné encore plus d'appétit à aller se promener. Donc ça, on était plutôt contents. La liste des facteurs de risque, la sédentarité est quand même apparue assez souvent dans des très belles interventions. Je repense à la tribune de Guillaume Millet dans Le Monde qui avait vraiment fait beaucoup de bruit. Et puis derrière, nous, notre association, justement, on a retrouvé ce lien social, ce rapprochement. On a fait du suivi téléphonique auprès de nos patients qui ont été vraiment très touchés par cette attention. En fait, le soin de proximité, c'est quand même juste s'occuper des gens, quoi. Montrer qu'ils ont une importance dans nos vies réciproques. Et on les a appelés, on a suivi, et finalement, on est sorti effectivement plutôt plus fort. Et on a des inclusions qui se multiplient plus tôt. Alors maintenant, il faut qu'on puisse y répondre techniquement, mais on a eu très très peur au début de la crise Covid, parce qu'effectivement, l'activité physique, en termes de gestes barrières, on n'était pas très bien. Et paradoxalement, on s'est retrouvé plutôt renforcé. Donc voilà, on est là aujourd'hui, pas satisfait de la crise Covid, mais plutôt satisfait d'avoir traversé ça. Merci, docteur Vautier. Merci à l'ensemble des intervenants. Restez avec nous. Boris Ravignon est également en ligne avec nous. On va prolonger notre discussion, si vous le voulez bien, en l'enrichissant, en l'alimentant de vos contributions, internautes et vous dans le public. On aura le temps de prendre 2-3 questions maximum. Mais avant, on va faire un point sur les contributions internautes et on va remettre au goût du jour SVP. Les moins de 20 ans ne connaissent pas SVP. Notre monsieur SVP, ça va être Jean-Louis Fuchs. Bonjour Jean-Louis, vous nous entendez ? Alors, attendez, on va allumer votre micro, vous êtes en régie, Jean-Louis. Jean-Louis Fuchs, qui est monsieur Ségur Investissement au sein de l'ARS, mais qui va être notre monsieur SVP. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Alors, quelle est un petit peu la teneur des messages, des contributions des internautes ? Dites-nous tout. Je voudrais remercier les internautes, en effet, pour leurs contributions. Les deux sujets ressortent majoritairement dans les échanges avec les internautes. Parlez un tout petit peu moins vite, Jean-Louis. Je sais que vous êtes passionné et investi par le sujet. Mais voilà, et collez bien votre micro, qu'on vous entende bien. Je disais que deux sujets en particulier passionnaient nos internautes. C'est tout ce qui est lié à la structuration, et en particulier les hôpitaux de proximité. Voilà, ça c'est le premier sujet. Et quelle complémentarité aussi on a dans nos coordinations entre les CPTS et les CLS, comment on peut démontrer leur articulation, leur complémentarité, ça c'est une question qu'on a. Et on pense aussi qu'il y a énormément de concurrence aujourd'hui dans les dispositifs. Donc le but c'est vraiment comment faciliter cette coordination. L'autre sujet majeur qu'on retrouve sur le site et sur les échanges, c'est toute la problématique de l'attractivité qui a été largement évoquée tout à l'heure pendant la table ronde, avec un premier sujet que j'ai noté, qui a été repris dans les propos, c'est se connaître et se reconnaître. Ça, c'est un sujet qui ressort d'une manière importante, mais aussi toute la problématique de la pénurie de ressources médicales, avec deux sujets, comment attirer les médecins. Il ne suffit pas de construire des murs pour les attirer, il faut aussi construire des projets sur les territoires, il faut plus de liens éventuellement avec les ordres. Il y a le sujet de nos frontières, le Luxembourg, la Belgique. Et l'autre sujet qui ressort très fortement, c'est la formation. Comment accélérer, augmenter la formation des jeunes professionnels de santé qui vont venir s'installer sur nos territoires. Voilà aujourd'hui la teneur et un peu la température des échanges des internautes. Merci beaucoup Jean-Louis. Autour de la table, quels commentaires, quelles réactions ça vous inspire d'abord, Jérôme Goemine? Oui, en quelques mots sur d'abord les hôpitaux de proximité. Les hôpitaux de proximité, on a besoin d'eux, on a d'autant plus besoin d'eux dès lors qu'ils sont inscrits dans une politique territoriale en lien avec les autres hôpitaux, cliniques et bien sûr la médecine de ville et les ESMS d'un territoire. Concrètement, nous, c'est ce qu'on a fait sur le GHT Cœur Grand Est. Nous avons 4 hôpitaux de proximité, Vitry-le-François, Vassy, Joinville, Montier-en-Der. Nous avons fait le choix avec eux de les spécialiser sur certaines activités en complément des autres hôpitaux. Si nous ne l'avions pas fait par le passé, on aurait eu des difficultés pour faire fonctionner ces hôpitaux et pour prendre en charge nos patients sur les territoires. Donc les hôpitaux de proximité trouvent leur place dès lors qu'on a une réflexion territoriale. Donc c'est la clé pour trouver la place et pour soigner les patients. Un deuxième élément de réponse par rapport à toutes ces riches questions sur l'attractivité. Dans les hôpitaux, je pense que l'attractivité est dans les territoires. Je pense que l'attractivité, c'est aussi une question de projet.
et de dynamique. Le GHT Cœur Grand Est, qui est sur les départements de la Meuse, la Haute-Marne et la Marne, qui sont des départements fantastiques, j'y vis avec ma famille, c'est des départements formidables. Ce ne sont pas non plus les départements les plus attractifs par rapport à des agglomérations. Il n'en demeure pas moins qu'en termes pluriannuels, on a maintenu le même niveau de médecins malgré les difficultés médicales qu'on connaît dans le Grand Est. Alors pourquoi ? Je pense, avec les responsables médicaux, que la dynamique globale qu'on a enclenchée en coopération, par délégation, sur des relations de confiance, en ayant aussi des projets structurants qui nous permettent de mieux soigner, permet de compenser. Enfin, sur l'attractivité, bien sûr, il y a des questions aussi de valorisation de l'activité de nos collaborateurs médicaux. Il y a un gros effort qui a été fait, qui n'a jamais été vu sur ces 20 dernières années sur les paramédicaux. Il faut le saluer, c'est absolument nécessaire. Sur les médicaux à l'hôpital, un premier grand pas a été franchi. Il n'en demeure pas moins que je pense qu'on ne voit pas les effets de cette valorisation médicale dans l'attractivité. Donc il faudra se poser cette question plus largement dans notre société sur le niveau de rémunération de nos collègues, collaborateurs médicaux en ville, dans le privé ou dans le public, pour éviter les distorsions de concurrence. Autre réaction autour de la table, oui, Stéphane Leyenberger. Oui, je crois que proximité doit rimer aussi avec qualité. Et je crois qu'il faut que proximité et qualité des soins soient véritablement le maître mot de toute politique publique dans le domaine de la santé. On ne peut pas laisser se creuser une fracture médicale dans notre pays. Et je crois que tous les citoyens ont droit à avoir des soins de qualité en proximité. Et je crois que ça doit être le fil rouge du Ségur, à mon sens, pour qu'il ait véritablement du sens. Sur la réaction des internautes, sur la question de la formation, là encore, comment accélérer et comment la développer pour les futurs jeunes professionnels de santé, autour de la table, Docteur Vautier, peut-être. Alors, je change de casquette pour cette réponse-là, parce que je suis aussi maître de conférences associé au département de médecine générale, donc je participe à la formation des internes. Oui, bien sûr qu'il faut se poser des questions et encore une fois, le système doit être facilitateur et pas freinateur d'un certain nombre d'ambitions. C'est assez difficile aujourd'hui pour des internes de se délocaliser à proximité de leur lieu de vie espéré, parce qu'effectivement, les choix de stage, un certain nombre de carcans font que quelqu'un qui dit « Tiens, je vais aller m'installer à Gérardmer », là je viens d'apprendre qu'il y a un couple de médecins généralistes, futurs médecins généralistes qui viennent de s'installer à Gérardmer, faire tous ces stages, être garanti de pouvoir faire tous ces stages à proximité et pas se retrouver à Longuevillon en stage, c'est pas garanti au départ. Je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à relocaliser un certain nombre de formations, des projets de vie, parce que pour l'instant, effectivement, on ne peut pas se projeter dedans, on se centralise naturellement pour pouvoir rayonner autour, et une fois qu'on a commencé sa vie, qu'on a eu des enfants dans une ville, on a tendance à ne plus la quitter. Et puis effectivement, découvrir la richesse et la qualité des territoires plus périphériques des CHU, faut absolument les emmener. Et après, une fois qu'ils y sont, ils y restent parce qu'ils trouvent bien que la vie est bien plus confortable. Donc là-dessus, c'est intéressant. Après, la qualité des soins, je suis tout à fait d'accord. Ça dépend ce qu'on met derrière les critères de qualité. C'est toujours le même problème. Moi, je pense que la qualité de finir un plateau repas à l'hôpital parce que c'était bon, parce qu'on était content de manger, qu'on avait de la famille, ça peut compenser d'autres qualités plus techniques ou administratives qui sont parfois des critères de qualité terribles. Par chez moi, l'hôpital de Remiremont souffre de critiques sur sa qualité, là où les patients trouvent une grande qualité. Donc je suis d'accord pour la qualité, il faut quand même bien la définir parce que les critères peuvent être parfois pervers. Merci, Dr Vautier. Juste avant de vous donner la parole, messieurs, Boris Ravignon, vous souhaitez réagir et ensuite on prendra des questions de la salle. Boris Ravignon. Oui, tout à fait. Je voulais simplement souligner que je crois que depuis le début de nos échanges, on voit bien que le maître mot aujourd'hui de notre organisation sanitaire, ça doit être celui de coopération et de collaboration. On voit effectivement, nous, en zone frontalière, à la fois le défi que représente la coopération avec nos amis belges, puisqu'ils attirent un certain nombre de patients et ça, c'est ça. Provoque notamment dans les systèmes hospitaliers des remises en question. On doit se remettre en question aussi sur la qualité de l'accueil, comme c'était évoqué à l'instant, pour rester finalement à bon niveau sur certaines zones du territoire. Mais on collabore avec eux. On parlait tout à l'heure de l'accueil d'internes et donc on est vraiment passé à cette étape-là. Il y a un sujet qui, je trouve, en termes de coopération, est malheureusement pas encore tout à fait fluide, c'est celui qui existe entre les centres hospitaliers et les CHU. Alors, probablement que toutes les situations existent, mais je crois pouvoir dire qu'entre
CHU de Reims et les CH de l'ex-région Champagne-Ardenne, il y a vraiment aujourd'hui des progrès à faire. On a besoin d'être encore davantage soutenu. Là, je parle plutôt comme président de conseil de surveillance du CH de Charleville-Mézières, mais par la CHU de Reims, il y a quelques spécialités dans lesquelles l'intervention du CHU n'a pas toujours été visée à ça, même si mon collègue Arnaud Robinet et souvent même la directrice générale du CHU sont convaincus de ce sujet, œuvrent pour cela. Il y a des résistances au niveau des praticiens, et ça, aujourd'hui, ça nous crée un certain nombre de déconvenues, de situations très difficiles à gérer. Merci Boris Ravignon. D'un mot, docteur Prochasson et monsieur Goemine, avant qu'on écoute la salle. Oui, juste pour revenir sur le problème de l'attractivité et de la formation, je rappelle que les CPTS peuvent être aussi des terrains de stage. Nous, on a accueilli des internes, on a déjà eu 4 thèses qui ont été faites sur notre territoire. Et parmi ces internes, on en a une qui s'est installée sur le territoire, qui est devenue collaboratrice de mon cabinet, par exemple. Voilà, donc je pense que ça aussi, c'est important. Alors, on parle maîtrise de stage aussi, et maîtrise de stage chez les médecins généralistes. Attention, parce que y a aussi des internes qui sont, entre guillemets, dégoûtés parce qu'ils ont été dans un cabinet qui était surchargé de boulot, qui avait beaucoup d'administratifs, etc. Et là, effectivement, c'est plutôt repoussoir qu'attractif. Jérôme Goemine, dans quelques mots. Oui, en un mot sur l'attractivité, je pense que les politiques de bien-être au travail, je dis bien bien-être au travail et pas qualité de vie au travail, vont être une priorité pour tous les établissements de santé ou les acteurs de santé dans les années qui arrivent. C'est probablement une grande leçon du Covid. En 2 mots, quand on dit qu'à l'hôpital, on a appris à mieux se connaître, quand on dit que sur un territoire, on a appris à mieux se connaître, quand on dit qu'avec l'ARS, on a appris à mieux se connaître, quand on dit qu'on doit mieux se connaître et faire de la qualité de vie au travail avec les internes, les externes pour les attirer ou les professionnels médicaux, on touche du doigt le fait qu'on a probablement trop déshumanisé nos relations dans nos établissements ou entre nous, que ce soit avec les élus ou l'État. Donc il faut, je pense, le prioriser. C'est globalement une réflexion qui est en vogue et qui est actuellement dans toutes les grandes organisations. Je pense qu'il va falloir clairement en faire une priorité à l'hôpital. C'est d'ailleurs un point du Ségur de la santé annoncé par le ministre pour la fin de l'année. Merci Jérôme Goemine. On va faire la lumière dans la salle, si vous le voulez bien. Et sur ces sujets ressources humaines territoriales, sur le sujet de formation, j'aimerais qu'on entende peut-être Madame la doyenne, Madame le doyen, femme. Où êtes-vous, Madame? Voilà, on va vous tendre le micro, s'il vous plaît, chères hôtesses, ou chères hôtes, pardonnez-moi. On a envie de vous entendre sur ce sujet, si vous le voulez bien, Madame. On va vous tendre le micro. Et ensuite, on aura le temps de prendre 1 ou 2 questions, mais rassurez-vous, on ouvrira une 2e fenêtre à l'issue de la 2e table ronde. Madame, bonjour. Bonjour à tous et à toutes, et merci de me donner la parole. J'ai entendu beaucoup de choses depuis tout à l'heure. L'attractivité médicale est un enjeu majeur pour notre territoire, c'est une évidence. Je suis quand même frappée de voir qu'il n'y a pas de parole d'étudiants, puisque l'attractivité à long terme, c'est de penser avant tout à la qualité de formation de nos étudiants, et il me semblerait normal que l'on puisse s'intéresser à eux. Vous avez raison de le dire, de leur bien-être, parce que c'est comme ça qu'on les mettra de façon pérenne sur le territoire. Il n'empêche que cette formation de nos étudiants en santé de façon large doit être décentralisée. Et je prône effectivement que cette formation ne soit pas centrée sur le CHU, mais bien sur l'ensemble du territoire. Ce qui veut dire que là, je vous tends la main. Il faut avoir des formateurs sur le territoire, mais les étudiants ne viendront pas s'il n'y a pas la qualité de formation pour les attirer dans des centres hospitaliers hors CHU, dans le secteur ambulatoire. Et il est impératif, effectivement, de former les formateurs pour qu'on puisse répondre aux objectifs actuels de formation de nos étudiants. Et oui, la maîtrise de stage universitaire est une obligation morale vis-à-vis de nos étudiants, ce qui impliquera le lien professionnel, le réseau professionnel ensuite, entre nos étudiants, les formateurs sur le territoire et les coordonnateurs qui sont au sein de la faculté et au CHU. Et ce réseau professionnel, il sera aussi essentiel pour répondre aux problèmes de démographie médicale.
Merci beaucoup, madame, pour cette prise de parole et ces appels lancés. Une ultime question avant de refermer provisoirement cette fenêtre d'échange dans la salle. Très rapidement, oui, monsieur, ici même. Merci d'être le plus concis possible et de bien vouloir vous présenter. Bonjour, monsieur, on vous écoute. Bonjour, Éric Carigère, je suis gériatre et président au département de la Commission des affaires sociales dans la Marne. Une question juste provocatrice sur la télémédecine. Je voudrais juste faire un commentaire. La télémédecine est un complément d'aide à l'exercice médical, mais il ne peut pas remplacer la précarité des territoires. Merci à monsieur le directeur général d'avoir conclu sur le lien qu'on revendique tous, cette confiance qui se construit dans des liens humains que nous avons les uns avec les autres. Pour cela, le patient a besoin aussi d'être en lien de confiance avec son médecin, en particulier dans les soins de santé primaires. Et j'aimerais que j'en ai marre effectivement avec beaucoup d'émotion d'entendre que la télémédecine va régler les problématiques de précarité de nos territoires ruraux. Merci, monsieur, pour ce témoignage, ce coup de patte, pas un coup de gueule, mais en tout cas cette prise de parole. Merci beaucoup. On va refermer provisoirement cet échange. Le temps pour moi de remercier nos intervenants. Merci infiniment de votre implication dans la préparation des échanges. On peut les applaudir chaleureusement. Merci infiniment. Merci, monsieur Ravignon. Je vous invite à regagner votre place dans la salle.